Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Antoine. Bonjour Baptiste. On est ravis d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, c'est un talk qui va parler de mobile. Il n'y a pas beaucoup de sujets mobiles à la Tour Tech, mais normalement, vous ne devriez pas être si perdu que ça. On va parler aussi de process et de projets. Donc, si c'est un peu trop orienté mobile et Android pour vous, ne paniquez pas, ça va bien aller. Bon, pour le disclaimer, c'est fait. Et le sujet du jour, c'est on voulait faire un skateboard et on s'est retrouvé à fabriquer un paquebot. C'est quelque chose qui arrive souvent dans les projets. Dans les projets, ça arrive souvent. Des projets mobiles, d'expérience, ça arrive aussi. Mais qu'est-ce que c'est, Antoine, qu'un skateboard? Je suis très content que tu poses la question, Baptiste. On a ramené quelques spécimens ici. Donc un skateboard, c'est une planche de bois, comme vous le voyez. Il y a deux trucks, il y a des roulements, des roues. C'est super simple en fait. C'est quelque chose qui a été inventé dans les années 50 par des surfeurs qui s'ennuyaient quand le temps était un peu calme et qui se sont dit que ce serait une super idée de reproduire un peu les sensations de leur sport nautique préféré, mais sur la route. Alors pour ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des roues de patins à roulettes, qui marchaient super bien à l'époque, et ils ont attaché ça un peu à l'arrache, comme on voit sur la photo, sur des grosses planches de bois. On imagine que ça n'a pas dû toujours bien se passer, mais ça a donné des idées par la suite. Peut-être quelques aléas. Et les premiers skateboards sont commercialisés par Roller Derby quelques années plus tard. Alors je vous replante le contexte, on est dans les années 60, en Californie. Il y a une grosse sécheresse en cours et en Californie, vous voyez les espèces de grandes piscines un peu arrondies là, que les Américains ont chez eux. L'État interdit de les remplir parce que sécheresse, et les skateurs, ils ont une idée un peu folle, c'est de se dire on va aller faire du skate là-dedans. Et 15 ans plus tard, on va construire ce genre de structure qu'on appellera des skateparks. C'est des dingues. Symbole de la pop culture pendant plusieurs décennies, le skateboard se démocratise. T'es vraiment en train de nous faire tout l'historique des skateboards? Pas tout l'historique, mais dans les grandes lignes, c'est ce qu'on avait dit. C'était une analogie, Antoine, pour parler de petit app et de super app. Okay. Peut-être qu'on devrait commencer par se présenter et après rentrer dans le vif du sujet, okay. Vraiment. Ok, bon, s'il te plaît. J'avais préparé des slides, je suis sûr que ça intéressait tout le monde, mais c'est pas grave, on va passer à la suite. Le vif du sujet. Je m'appelle Antoine Robier, je suis senior Android développeur chez Decathlon et je travaille sur la Shopping App. Alors la Shopping App, vous la connaissez peut-être ou pas. De façon générale, si vous la connaissez pas, c'est pas bien grave. Vous imaginez facilement ce que c'est. C'est l'application grand public que vous pouvez installer sur votre smartphone pour acheter les produits Decathlon, que vous soyez sur votre char à voile ou dans votre canapé. Le but ici, c'est pas de vous faire la pub de l'application, mais plus de vous montrer un peu l'envergure du projet. L'application, elle est déployée dans 35 pays. Donc ça paraît anodin dit comme ça, mais en fait, ça veut dire gérer forcément plusieurs langues. Ça veut dire gérer des catalogues différents, parce qu'on ne vend pas les mêmes produits en fonction des pays dans lesquels on est implanté. Et ça veut dire aussi gérer des méthodes de paiement qui vont être locales et spécifiques à certains pays. Avec tout ça, on a quand même plus de 10 millions de téléchargements, on est noté plus de 4,5 sur le store. Et côté développement, on travaille en plusieurs équipes sur une codebase qui fait plus de 300 000 lignes de code. Donc voilà, on peut dire que c'est une grosse application, Baptiste. On peut le dire. Et de mon côté, moi je m'appelle Baptiste Carlier, je travaille aussi chez Decathlon sur une application qui s'appelle CubInStore, on va l'appeler CIS aussi. C'est une application qui sert de boîte à outils pour les collaborateurs en magasin. Si vous les voyez dans les allées du magasin avec un téléphone, c'est probablement parce qu'ils sont en train de travailler sur l'application CubInStore. C'est une application qui sert à faire beaucoup de choses. Elle permet de parcourir le catalogue, ou les catalogues en fonction des pays dans lesquels on est, de rechercher des produits, scanner des produits, avoir des informations sur vous, les clients, pour pouvoir récupérer les commandes, pouvoir préparer les commandes, ou même passer des commandes directement dans l'application. Pour faire ça, on est divisé en plusieurs équipes, et on opère dans plus de 70 pays, donc c'est beaucoup plus que nous. Beaucoup plus que l'application, la Shopping App. Mais c'est pas un concours, Antoine, c'est pas un concours. Très bien, je saurais te le redire. Mais donc,
à partir de ça, comment on peut définir qu'on travaille sur une super app? Nous, on pense qu'on travaille sur des super apps, mais comment on peut le définir? Pour répondre à cette question, on a essayé d'identifier plusieurs éléments qui vont probablement vous parler, même si vous ne travaillez pas dans le monde du mobile, des éléments clés qui nous ont fait nous dire que plus on en a sur notre projet, plus on va considérer qu'on travaille sur une super app. Mais la frontière n'est pas si nette que ça. Mais on va recommencer du début avec le skateboard et on va tirer l'analogie pour se dire notre skateboard, c'est notre petite application. On est sur un projet, on est à deux, Antoine, moi, une product manager. La vie est belle. C'était magnifique sur cette photo, Antoine. Oui, c'était il y a quelques mois. Il y a quelques mois. Quelques années. Et on part du principe que notre application, elle est petite, comme un skateboard, elle fonctionne bien, elle a une ou deux fonctionnalités, ou trois, mais pas forcément grand-chose. Une petite CI, une petite équipe, on build, on développe une architecture simple, efficace, certains diraient basique, mais tout fonctionne très bien. C'est un peu, avoir un skate, c'est un petit peu un rêve qui devient réalité pour nous, travailler sur une bonne petite application. Jusqu'au moment où notre product manager, elle décide de vouloir en faire plus. Elle se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer encore plus de fonctionnalités pour notre utilisateur, livrer plus de choses, avoir plus d'impact sur le marché? Évidemment, elle en veut toujours plus. On signe, on dit oui. Oui, nous on adore développer, elle maîtrise son sujet, donc on va y aller. Mais pour ça, notre petit skateboard va probablement avoir besoin d'une mise à jour. On va devoir changer un peu notre façon de travailler à deux, peut-être en ayant un peu plus de monde sur le projet, changer l'architecture du projet, changer peut-être aussi les process et la façon dont on va collaborer. Mais est-ce que ça veut dire, Antoine, qu'il faut simplement embaucher plus de monde et aller à Jacques Taès? On verra ce que ça donne. Fatalement, oui. Je pense que tu as raison. Il y a deux solutions. C'est on veut plus de fonctionnalités dans le même temps, ou alors on travaille 75 heures par semaine, ou alors on embauche des gens. Donc on embauche des gens. Mais bon, l'équipe, à un moment donné, elle grossit. C'est comme dans les jeux de société, quand vous jouez à plusieurs, au bout d'un moment donné, plus il y a de joueurs, il faut faire des équipes. Alors comment on va faire des équipes? La première solution, la plus simple, c'est de se dire, les gens, eux, ils s'entendent bien ensemble, on va les mettre ensemble, ils vont bien travailler. Ça marche quand même relativement aléatoire, pas terrible. La deuxième solution, c'est de dire, on va faire des équipes par technologie. On va rassembler les développeurs Android, les développeurs iOS ou même les développeurs mobiles. On va faire une équipe avec les développeurs back, on va faire une équipe avec des quality engineers. C'est une autre possibilité. C'est plaisant, on reste chacun dans son coin. Mais il y a une autre possibilité qui est intéressante, c'est de créer des équipes autour de fonctionnalités. Et on va créer ce qu'on appelle des feature teams. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ou juste pour rappel, la feature team, c'est une équipe qui est autonome et pluridisciplinaire. Elle va être responsable de une ou plusieurs fonctionnalités de l'application. Dans l'idéal, une équipe, en tant que telle, pourrait être composée de un développeur Android, un développeur iOS, mais aussi d'un développeur back-end, d'un designer, d'un quality engineer, d'un product manager qui va pouvoir impulser la roadmap de la fonctionnalité. Donc tout ça, c'est bien sûr à adapter en fonction de la taille de votre projet. C'est pas forcément, on n'est pas forcément toujours obligé d'avoir une équipe aussi variée, aussi diversifiée sur des petits projets. Mais ça va avoir quand même plusieurs avantages. Le plus gros avantage, selon moi, ça va être l'autonomie. Autonomie des personnes, d'une part, mais aussi autonomie du code. Avec ce modèle-là, vos équipes, elles sont indépendantes. Par exemple, si vous avez une équipe qui gère le panier d'achat, comme c'est le cas nous sur la Shopping App, elle va pouvoir sortir une nouvelle méthode de paiement sans attendre l'équipe qui gère le catalogue, par exemple. Le second énorme avantage, ça va être la spécialisation. Parce que quand vous avez une équipe qui est dédiée, par exemple, à la gestion des comptes utilisateurs, l'équipe va devenir vraiment experte en la matière. Elle va se concentrer sur sa fonctionnalité.
Eh ben, j'ai l'impression que si on met ça en place, Baptiste, ça y est, on était deux gars qui étions en train de construire un petit skateboard dans un garage et on se retrouve à 12 à construire de façon organisée quelque chose qui va être beaucoup plus structuré et qui va nous permettre d'aller davantage, d'aller un peu plus loin. D'aller plus loin. Une voiture, par exemple. Et peut-être un peu plus vite. Et peut-être un peu plus vite aussi. Ok, Antoine, j'aime bien l'analogie de la voiture, c'est pas mal. Merci. Néanmoins, j'ai l'impression que ça va poser quelques problèmes. Premier problème, c'est que le code, on va être plus de développeurs et il va y avoir peut-être un problème au niveau du code parce que ça va pas être homogène. Chaque nouveau développeur va apporter sa patte. Il y en a là qui vont être depuis longtemps, qui vont connaître comment fonctionne le projet. Et il y en a d'autres qui vont se dire, je fais ma fonctionnalité dans mon coin. Du coup, toute notre code base, elle va être un petit peu, elle va être non homogène. Hétérogène, le terme c'est hétérogène. Hétérogène. Les problèmes de nommage, d'architecture, tout ça va dépendre de chaque développeur. Et on le sait bien, ça va devenir un problème. Le deuxième souci, c'est que si là on travaille sur le même repository, sur le même projet, ok, on est divisé en équipes par feature team, mais tu l'as dit, pour arriver jusqu'au panier d'achat, il va falloir peut-être passer par le catalogue, la fiche produit, avoir le joli petit bouton d'ajout au panier, et comment ça fonctionne au niveau des échanges entre ces feature teams, au niveau de la navigation aussi entre ces écrans, et surtout, à qui appartient ces petits morceaux de code qui sont, où il y a des adhérences entre les feature teams. C'est ça, c'est qui maintient quoi en fait au final. Exactement. On a un gros monolithe, et pour l'instant, on n'arrive pas à définir à qui appartient quoi. Moi, ça me gêne. Est-ce que tu as des solutions pour ça, Baptiste? Attends, il y a encore un problème. Tu vas un petit peu vite en besogne. C'est que, ok, on va livrer plus de choses, mais on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va pouvoir livrer et comment on va pouvoir livrer. On était deux au début sur un petit projet. Oui, on livrait un peu quand on voulait finalement. Quand on voulait, ou quand il y avait des bugs à corriger et qu'il fallait le faire évidemment. Mais là, on va être divisé en équipes, en autonomie, mais le projet, il reste unique. On va le livrer en même temps, vu qu'on est sur une seule application. Donc, ça va vite devenir le bazar si on n'arrive pas à planifier un petit peu les choses pour pouvoir justement avoir peut-être un rythme de livraison. Essayer de, je dirais, pourquoi pas prendre le train de livraison, passer sur un release train, Antoine? Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ça, Baptiste, un release train? Un release train. Release train. Un train de livraison, comme je dis, ou comme les Québécois peuvent dire. Alors ça vient du manifeste Safe Agile, je pense que pas mal de personnes connaissent. Le train de livraison, ça va permettre à l'équipe de livrer à un rythme régulier, même en étant divisé en plusieurs feature teams. On met en place un calendrier et nos product managers définissent leurs priorités, embarquent leurs priorités dans des sprints. On essaye... les sprints, ça ne plaît pas à tout le monde. Du coup, les priorités sont embarquées dans chaque sprint et évidemment, ça va être défini par le PM. On le sait aussi, on a tous et toutes des migrations techniques à faire. Passer du XML à du Compose, passer d'un framework à un autre, il y en a un qui est plus à jour, il y a des failles de sécurité, il faut qu'on le fasse aussi pendant l'année. Donc on va aussi embarquer pendant ces sprints-là nos fameuses migrations techniques. Donc le but c'est de s'aligner ensemble sur un calendrier et d'aller ensemble dans la même direction sur les mêmes rails. Pour ça on va s'équiper de plusieurs outils. Le premier c'est évidemment avoir une CI/CD, Continuous Integration. Continuous Delivery. Nice accent. Le but, c'est d'automatiser le plus de choses dans la CI, le build, les tests unitaires, la documentation, la génération de la release pour que les testeurs puissent avoir un APK, une application à tester, les analyses. Tout ça, ça doit être automatisé. Il faut que le minimum de choses soit faites manuellement. Comme ça, on gagne de la confiance en ce qu'on va faire. Chaque pull request va être testé et on s'assure qu'il ne va pas y avoir de régression. Ça veut dire que je ne peux plus builder en local sur mon ordi et pousser en production en 10 minutes, là, comme ça? Évidemment, Antoine, on n'est plus en 2015.
Ok. Un minimum d'action manuelle, je parle là de tout ce qui est au niveau du dev, mais on va pouvoir faire ça aussi au niveau des actions comme quand on lance une release et que tout le monde doit donner un go, bah, s'assurer qu'il y ait un message qui soit automatisé pour que tout le monde valide le go. Vraiment automatiser toute cette partie-là. L'exemple de la CI/CD, c'est pour vraiment l'automatisation. On va pouvoir aussi s'appuyer sur des outils. Nous, côté mobile, on a Bitrise, il y a aussi GitLab, GitHub. Choisissez l'outil que vous voulez. Dans tous les cas, il y en a plein qui existent. Mais à chaque pull request, tout va être testé. Deuxième, je vais mettre les guillemets, outil, c'est la communication et la synchronisation entre les équipes. Parce que les équipes, c'est quoi, Antoine? C'est eux, c'est des gens. C'est des gens, des hommes, des femmes, des développeurs, des développeuses, des QE, des PM. Peut-être qu'on devrait prendre un peu de temps quand on est dans une équipe pour se parler, pour échanger, pour se dire bonjour, peut-être pour serrer la main à la personne qu'on ne connaît pas, qui est assise à côté de soi. Peut-être qu'on devrait le faire là aujourd'hui. C'est peut-être le bon moment, vraiment. Ah si, il y en a plusieurs qui le font. Il y en a qui le font. Vous pouvez prendre 30 secondes pour dire bonjour, vous présenter, allez-y, si vous ne connaissez pas. Voilà, tu vois, c'est magique, c'est la communication. C'est pas si compliqué, on hésite à le faire au début, mais au final, ça va être la même chose dans les feature teams. Il va falloir communiquer sur ce qu'on fait, ce qui est prévu, là où on a des points de blocage, et là aussi on a ces fameuses adhérences entre les feature teams, essayer d'anticiper un peu les problèmes potentiels qui pourraient arriver. Faire un peu plus de réunions, ne pas hésiter à les skipper quand c'est pas nécessaire non plus, hein, mais un peu plus de réunions justement pour se synchroniser et voir vers où on va, quand le train va avancer. Est-ce que moi j'ai une priorité qui doit être absolument faite pour ce train-là? Il ne faut pas qu'il y ait de problème. Donc si l'autre équipe a des choses qui peuvent être des refactos très structurants ou peut-être des livraisons, on sait qui peuvent être un peu touchy, éviter de prendre le même train que justement une des priorités qui doit arriver. Ça va prendre un peu de bande passante, mais c'est comme ça qu'on s'assure qu'on a un plan de route qui est relativement commun, même si on est divisé en équipes. Moi, j'ai tout de même une question, Baptiste, c'est qu'est-ce qui se passe si dans ma feature team, le train part, mais que ma fonctionnalité n'est pas prête, que j'ai pas fini mon développement? Tu veux dire, t'aurais mis 2-3 semaines à faire un développement et il n'est pas terminé? Ouais, c'est ça. Un peu inachevé. J'ai une solution pour ça. Parfait. C'est le fameux triple F, le Feature Flipping First. Ça laisse pantois. Le Feature Flipping First, c'est 3 étapes. La première, c'est positionner un flag de Feature Flipping qui va vous permettre d'activer ou pas la fonctionnalité avant même que vous ne développiez la moindre ligne de code. Ça va être la mise en place d'un filet de sécurité. On va pouvoir développer. Ça, c'est la deuxième étape. On développe notre feature. Ok, tout va bien. Tu arrives au bout de la fin de ton sprint, elle n'est pas terminée. Plus de problème. De toute façon, elle ne va pas être activée en production tant que ton flag n'est pas activé sur l'outil de configuration du feature flipping. C'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien l'idée. Et la troisième étape, ça va être de déployer en prod. Et une fois que tu es prêt, une fois que tu as passé 1 ou 2 ou 3 sprints pour faire ta fonctionnalité, tu sais qu'elle est aboutie, testée, validée par ton expert de la qualité. Et là, tu sais que tu peux l'activer. Peut-être, si ton outil est correctement fait, tu vas peut-être pouvoir l'activer pour une partie de tes utilisateurs, peut-être dans certains pays, pas dans d'autres. C'est pratique. Tu vas avoir ce vrai filet de sécurité et plus de panique si jamais il y a un bug en prod, plus de fixe à 21h pour se dire non mais la prod elle est cassée, qu'est-ce qu'on fait? Il y a juste un interrupteur à rebasculer et on revient sur l'ancien fonctionnement. Exactement, ça paraît magique comme ça, mais en fait ça l'est. Du coup, en fonctionnant avec un feature flipping, peu importe l'outil que vous avez, nous on utilise chez Decathlon un outil qui s'appelle Parameter,
qui va nous permettre de faire du feature flipping à l'utilisateur quand c'est un utilisateur, un collaborateur en magasin. Ça peut être un feature flipping au magasin même, à un pays. On peut définir pour qui on active certaines fonctionnalités. Ça peut nous permettre d'avoir justement cette sécurité, ou aussi de basculer, de dire ces utilisateurs-là ont ce type de panier, par exemple, et ces utilisateurs-là ont un autre type de panier. Il y a plein d'outils, parfois même un simple fichier de JSON pour configurer votre feature flipping, et ça roule. Donc voilà, il peut y avoir des problématiques de calendrier, de délai. T'as pas terminé ta fonctionnalité, c'est pas grave, mais tu as une CI/CD qui t'assure que tu vas builder de la qualité. Tu as communiqué en amont et auprès de toutes les autres équipes pour dire j'ai ça qui doit arriver, j'ai ça qui est prévu avec cette autre feature team, donc il faut qu'on s'organise. Tant que tout le monde joue le jeu, c'est OK. Et les PM vont devoir shifter un petit peu leurs priorités si jamais il y a eu des délais. Qu'est-ce que tu en penses, Antoine? Est-ce que ça te plaît? Je trouve que ouais, c'est très intelligent, ce genre de... Arrête. Ah, si, je le dis, je trouve que ça marche bien. Il nous reste quand même... J'allais dire, il y a encore un truc qui ne va pas dans l'histoire. Ouais, les petits soucis de code base, savoir à qui appartient quoi. Je ne peux pas résoudre tous les problèmes, mais au moins au niveau de la livraison, je pense qu'on est plutôt pas mal organisé. C'est vrai, c'est vrai. Bon, Baptiste, je trouve que ton train, c'était top. Ouais. Mais malheureusement, le train va pas pouvoir nous emmener là où on veut aller par la suite parce que même si on a réussi à organiser les équipes, ce qu'on expliquait au début, même si on a réussi à automatiser pas mal de choses et à se synchroniser avec des outils, pour que ça fonctionne, il va quand même falloir qu'on soit sur une architecture technique qui supporte correctement la mise à l'échelle. Et on se rend compte que le défi, c'est plus juste de construire un train, c'est d'avoir un peu plus de précision, un peu plus de qualité. Il va pas falloir se planter. Et on est en fait en train de construire un avion. Alors pour faire évoluer notre app techniquement, on va tenter de suivre 4 grands piliers qu'on va appeler les 4 T. Ces piliers, ça va être la qualité, délivrer du code avec le moins de bugs possible. La maintenabilité, si malgré tout on a un bug qui apparaît, il faut qu'on soit capable de le corriger hyper vite. La scalabilité ou la mise à l'échelle, s'assurer que dès qu'on veut ajouter une fonctionnalité, on n'a pas besoin de refaire toute l'application. Et la testabilité, que chaque partie du code puisse être testée correctement et soit testée correctement et intelligemment surtout. Avec ça, on va s'assurer que les conventions qu'on a définies ensemble avec l'équipe, elles sont bien comprises, elles sont bien appliquées et respectées, que les guidelines sont respectés, même si, bon, vous vous en doutez, les 4 T, il n'y a pas de littérature là-dessus, ça a été purement et simplement inventé quand on a préparé le talk, évidemment. Pour que tout ça fonctionne, il nous faut une bonne base technique, je disais. Donc, on va avoir besoin d'une architecture robuste, et en 2026, l'architecture qui marche le mieux, c'est la clean architecture, pour ça. Les tendances changent, bien sûr. Il y a quelques années, on entendait moins parler de la clean architecture. Dans quelques années, ce sera peut-être une nouvelle architecture à la mode qui sortira. Mais ce qu'il faut retenir dans la clean architecture, c'est ce qui va nous intéresser, c'est qu'elle est basée sur les principes solides. Alors, les principes solides, globalement, c'est un ensemble de bonnes pratiques qui vont nous permettre d'avoir un code de relativement bonne qualité. Qui aime bien, là, par exemple, dans la salle, quand le code est maintenable, robuste et facile à lire? Moi j'aime bien. Moi j'aime bien aussi. Moi j'aime bien le bon code. Ouais, le bon code. Maintenable. Je note quand même qu'il y en a qui lèvent pas la main. Mais je juge pas, il n'y a pas de problème. On juge quand même. Bon, retenez juste que les principes solides, ça va juste c'est déjà pas mal, vous permettre d'éviter des grosses erreurs de conception qui vont vous obliger à faire des grosses refactos si vous voulez faire évoluer votre application. Si vous en avez déjà entendu parler, vous avez sûrement déjà vu ce schéma. La clean architecture, c'est souvent représenté sous forme d'un gros oignon avec plusieurs couches. Et on essaie de faire pointer les dépendances de l'extérieur vers l'intérieur des couches. Je vais vous faire ça avec un exemple, ce sera un peu plus parlant. Est-ce qu'il y a des développeurs mobiles dans la salle? Développeurs ou développeuses mobiles? Ok. Ok, cool. Bon, pour les autres, c'est pas grave, vous allez très bien comprendre de quoi il s'agit.
Ça, par exemple, c'est un projet Android avec, donc on a l'activity, c'est la vue, le view model, c'est ce qui va gérer les interactions avec la partie métier, et en dessous, une classe qui va faire un peu tout le reste. C'était juste pour la démo, hein, je vous présente ça. Personne ne code comme ça aujourd'hui. Hein. Personne ne code comme ça aujourd'hui. Hein. C'était juste pour être sûr. Donc on passe un petit coup de clean architecture et on se retrouve avec quelque chose qui est vachement plus organisé, où on a séparé des classes qui chacune ont leurs responsabilités, et on a quelque chose de plus clair. Alors avoir un code qui est bien organisé, dans n'importe quel projet, c'est une bonne pratique, c'est clair. Sur des projets comme CIS ou sur la Shopping App, avec l'envergure qu'on a, c'est un besoin vital d'avoir ce genre d'architecture. Et on va pouvoir même forcer en fait cette organisation du code au niveau directement de l'IDE et des outils qu'on va avoir. Et pour ça, on va utiliser les build tools. Donc si vous êtes plutôt team JavaScript, vous utilisez peut-être Webpack ou NPM. Si vous faites plutôt du Java, bah, ça va peut-être être plutôt Maven. Nous, sur Android, on utilise Gradle. C'est un peu les outils qui sont imposés par l'environnement de développement. Tous ces outils, en fait, ils vont avoir un concept, ils partagent un concept qui est super puissant, c'est les modules. Un module, ça va vous permettre en fait de casser un gros bloc de code et de le séparer en plein de petits morceaux de code qui vont interagir les uns avec les autres, qui sont plus indépendants. Alors dans le cadre d'un projet comme le nôtre, un module, ça peut être un module technique, une fonctionnalité applicative. Par exemple. Si on reprend notre application, le code est bien organisé, c'est joli, mais on a quand même un souci. Il n'y a pas de frontière claire entre les classes. Rien ne peut empêcher un développeur d'appeler n'importe quelle fonction depuis n'importe où finalement. Incroyable. Donc dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est définir des packages. On regroupe un peu les classes qui vont un peu ensemble, on les met dans des packages. J'aime bien ça. C'est pas mal. On organise encore un petit peu plus le code, c'est un petit peu plus propre. Mais ça reste toujours possible qu'un développeur décide d'appeler la couche data, qui est la couche la plus basse, directement depuis la couche UI sans passer par les couches intermédiaires. Ou alors même, je vais m'arracher les cheveux, mais appeler la couche UI depuis la couche data. Oui, c'est possible aussi. Incroyable. C'est d'ailleurs super simple à faire, parce que si vous écrivez une dinguerie dans le code et que vous faites une option entrée, et ben, l'IDE va vous aider à importer tout ce qu'il faut. Donc le code est plus joli, mais en fait, on n'a rien résolu du tout. La vraie solution, ce serait de reprendre ce qu'on a fait, mais de donner à chaque package, à chaque couche, son propre module dédié. Et en plus, ça, c'est super facile. Vous avez, du moins sur Android Studio et sur IntelliJ, de façon générale, vous avez un fichier de configuration dans lequel vous allez pouvoir déclarer la liste de vos modules, et le tour est joué, finalement. Et maintenant, bien malin, celui qui arrivera à faire des dingueries comme tout à l'heure. Bon, en vrai, c'est pas si dur que ça, mais l'IDE va moins vous aider. Il va falloir, si vous voulez faire ce qu'on a montré avant, il va falloir que vous le fassiez volontairement. Il va falloir ouvrir le fichier de configuration d'un module et déclarer ce qu'on va appeler une dépendance vers un autre module. Donc, on le disait, il y a moins d'erreurs. Les problèmes de conception, ça va sauter davantage aux yeux, puisque tout est regroupé dans un fichier de configuration par module. Et si jamais vous faites un peu le foufou ou la faux-folle et que vous mettez une dépendance d'un module vers un autre et de ce même module une dépendance vers le premier, bah, le build va casser. On va tomber dans un problème de dépendance circulaire et à ce moment-là, ça va vous montrer qu'il y a un souci de conception avec votre application et qu'il faut repenser un peu la chose. Je le disais donc, en plus de ça, les dépendances vont être listées à un seul endroit. Et ce qui permet notamment, pendant les code reviews, ou pendant, voilà, si jamais vous voulez relire un petit peu ce qui a été fait sur les différentes PR, un petit git blame. Par exemple, un petit git blame, vous allez pouvoir voir qu'une dépendance a été ajoutée, ou, dans le cadre du git blame, qui a ajouté cette dépendance, pour pouvoir aller discuter avec cette personne de l'implémentation choisie. Donc ça ajoute un petit zeste de contrôle supplémentaire qui permet de s'assurer qu'on est toujours en train de maintenir un beau plat de lasagne et pas un gros plat de spaghetti. Dernier conseil sur le sujet. Je ne sais pas dans vos outils à vous si vous avez ce genre de mots-clés. Nous sur Gradle, on a le mot-clé because qui permet, quand on déclare une dépendance vers un module, d'expliciter
pourquoi on a besoin de cette dépendance-là. Alors, bon, avec Gradle, on a le mot-clé because, mais un simple commentaire dans le code, ça peut aussi faire l'affaire. Ça peut sauver des vies. Le seul truc, c'est ne pas oublier de mettre à jour la documentation quand vous bougez vos dépendances ou quand vous ajoutez des choses dans le projet, pour être sûr que vous avez toujours bien votre commentaire qui est à jour par rapport à votre codebase. Votre reviewer ou votre futur vous, quand vous allez relire votre fichier de configuration, vous remercieront d'avoir fait ça. Ok, bon, c'était la partie compliquée. On a géré la structure technique, c'est cool, on a séparé en couches logicielles avec une belle architecture, on est content. On est toujours dans le même repo, Antoine. Ouais, vraiment, ça reste quand même une codebase qui est utilisée par plusieurs feature teams. On n'a pas résolu le problème original dont tu m'avais parlé, qui était somme toute original, de l'ownership du code. À qui appartient, quel morceau de code, qui maintient. Bon, je suis sûr que vous me voyez venir avec mes gros sabots, on a séparé le code comme ça, et ben on va faire la même chose, mais comme ça, on va créer des silos, et on va créer un module par fonctionnalité. L'idée, c'est la suivante, chaque module, chaque silo va avoir sa propre structure interne, de la même façon que chaque équipe va avoir sa propre structure interne. Et une fois qu'on a mis ça en place, en fait, les bénéfices commencent à arriver super vite, parce que le code ownership, il est clairement défini. On peut affecter un ou plusieurs modules à une feature team, dont on parlait au début. Et on se retrouve vraiment, on en parlait avec de l'autonomie en fait. Chaque équipe est autonome sur son périmètre, va pouvoir gérer sa documentation elle-même, va pouvoir gérer son backlog elle-même sans gêner ses copains, même si on l'a vu, il va y avoir besoin de synchronisation par moment parce qu'il y a toujours une petite adhérence entre les équipes. Et voilà, la stratégie de documentation, les migrations, le backlog, tout ça va pouvoir être davantage siloté. Diviser pour mieux régner, j'ai l'impression. Je ne sais pas si ça s'applique particulièrement dans ce cas-là, mais... Bon, jusque maintenant, c'était plutôt cool. On avait, pour l'exemple, 3 feature teams, on avait quelques modules, ça marchait bien. Mais dans le monde réel, les choses ne se passent pas toujours comme ça. Parce que, on l'a vu, on a des PM qui veulent ajouter des fonctionnalités. On ajoute des fonctionnalités, on ajoute des gens, on ajoute du code, on ajoute des modules, on scale, et on se retrouve, comme sur la shopping app au moment où on a préparé les slides, avec 253 modules. 253 modules au moment où on a préparé les slides il y a quelques mois. Vous n'avez pas envie de savoir combien il y en a aujourd'hui, parce qu'on a refait l'exercice il n'y a pas très longtemps, et ça fait beaucoup, ouais. Sur Cubinstore, on n'est pas à autant de modules, on n'a pas autant fragmenté. C'est pas un concours, Baptiste. Ok. Mais petite question, avec autant de modules dans ta CI, ça met combien de temps à build, Antoine? Ah, t'abordes les sujets qui fâchent. Ouais. Parce que moi, je sais qu'avec Gradle, ouais. Ça va commencer à être compliqué. Eh ben, ça peut prendre 45 minutes, comme 1h30. Sur une PR, ça peut prendre 1h30? Ouais. Je sais pas si vous imaginez ce que c'est. 45 minutes, c'est la durée d'un épisode de Stranger Things à peu près. Et 1h30, c'est la durée de 2 épisodes de Stranger Things du coup. Ça fait beaucoup là, non? Est-ce que tu sais pourquoi ça met autant de temps? J'ai une petite idée, mais... Oui, en fait, oui. On a analysé le problème, évidemment. Le problème, c'est que la modularisation, la promesse, c'est de ne recompiler que les modules qui ont changé. Donc, en théorie, quand vous êtes en local sur votre poste, c'est trop bien. Parce que vous bossez sur une petite partie de code, sur votre petit module, et quand vous voulez recompiler, ça recompile juste ce que vous avez changé, c'est parfait. Mais sur la CI, c'est une autre histoire. Parce que même s'il y a du cache entre les différents workflows, il y a quand même beaucoup de PR qui passent régulièrement, et ça rebuild, et ça rebuild, et ça rebuild. Et c'est ce qui prend du temps. On a déterminé en fait qu'il y avait un temps fixe par module, en plus du temps variable en fonction de la taille du module. Ce qui fait que même les petits modules prennent un certain temps fixe à chaque fois. Comme le dit l'adage, on est mieux avec un module de 1000 classes qu'avec 1000 modules de une classe. C'est pas aussi élégant d'avoir un module de 1000 classes, mais c'est plus efficace pour la CI en tout cas. L'autre effet de bord, c'est qu'en fait, quand vous avez un module de bas niveau qui est modifié, forcément, les modules qui en dépendent au-dessus, ils vont être recompilés aussi. Donc si vous allez toucher à des modules qui sont utilisés par beaucoup d'autres,
et ben forcément vos temps de build vont exploser aussi. Donc ça, on sait que ça va augmenter du coup les coûts de CI, c'est pas donné. Ça va augmenter également les temps de build forcément, et ça va frustrer également pas mal les développeurs qui du coup vont devoir attendre pas mal avant de pousser un fixe en production par exemple. Et frustrer les développeurs, frustrer aussi les développeuses, et frustrer les PM et même les utilisateurs, parce que si on doit attendre autant de temps pour pousser quelque chose en production, notamment un fixe, ça va être compliqué. Le petit pro tips quand on travaille avec Gradle et sur ce type de projet, c'est d'avoir un nombre maximum de modules en fonction de la taille de l'équipe. On considère qu'entre 3 à 7 modules par développeur, c'est acceptable, c'est cognitivement acceptable. Il y a cet adage qui dit qu'on va pouvoir quelqu'un peut retenir à peu près 7 concepts en même temps à la fois pour être efficace. Au-delà, ça devient compliqué. Donc, il faut peut-être mitiger un petit peu le nombre de modules qu'on va mettre en place. Bon, on a solutionné les problèmes de process, les problèmes de code, d'ownership, de monolithe. C'est pas mal, mais j'ai l'impression qu'on se retrouve quand même à nouveau avec un nouveau problème. Le problème de temps de build qui a légèrement explosé si on a trop fait de modules, ce qui était quand même la solution de base. Et on n'en a pas parlé, mais il y a peut-être aussi, parce que pour fonctionner ensemble, ces feature teams, elles vont s'appuyer sur un espèce de socle commun. Il va y avoir une application et encore un petit peu de logique métier qui va être partagée. C'est pas mal, mais on va peut-être devoir passer à autre chose, Antoine. Aller encore plus gros. Plus gros encore. Laisser ton magnifique avion au hangar et je te propose de passer à un magnifique paquebot avec un P comme Platform Team. Platform Team, est-ce que ça te parle? J'en ai entendu parler, mais je pense qu'un rappel ne serait pas trop... Allez, on va faire un rappel pour l'audience. Une Platform Team, quand on est sur ce type de structure d'équipe, ça va être une équipe qui va être en charge de s'occuper du projet en lui-même, pas forcément d'une partie du produit. Elle va être en charge de se concentrer sur faire que toutes les autres feature teams aient tout ce qu'il faut, centraliser les outils, les librairies partagées, s'occuper aussi de mettre en place des bonnes pratiques, des guides de développement. C'est le socle commun pour les autres équipes. Ça peut être un peu frustrant pour un développeur qui travaille dans une plateforme team, quand il aime bien avoir quelque chose qui va en production et qui est un produit final pour l'utilisateur, mais ça peut être très motivant aussi pour un développeur peut-être un peu plus expérimenté ou qui aime bien mettre les mains dans le code et fournir quelque chose à ses collègues et se dire « Ok, j'ai fait quelque chose pour le projet ». Au final, ça reste pour le produit aussi, mais ça va plus aider les autres développeurs. Et donc, ce que je te propose, Antoine, c'est qu'on fasse un petit peu ce travail avec le code qu'il y avait en commun. Tu vas voir où est-ce que je vais en arriver. On va essayer de résoudre le problème de temps de build, mais n'aie pas peur. Mes propos vont peut-être choquer un petit peu. On va prendre tout ce code commun, tout ce qu'on avait encore dans l'application, tout ce qui est utils, authentification, network, base de données, et on va récupérer tout ce code et le passer dans un nouveau module qui va être le module de la plateforme team. Je te dis que ça te choque. Bah oui, tu rajoutes encore des modules. Ouais, en fait. Mais tu vas voir, il y a une finalité à tout ça. Le but, ça va être de centraliser tout ça et de le mettre dans un nouveau repo. On va continuer et aller plus loin. Ce nouveau repo, comme on est à un stade de maturité qui est acceptable, normalement, on ne fait plus trop d'évolution sur ces parties-là d'authentification, sauf s'il y a des changements, mais ça va être vraiment spécifique. Ce nouveau repo, on va l'externaliser. Du coup, ce code, on va l'externaliser et il va avoir son propre cycle de vie, son propre versionning, sa propre CI. Il va vivre tout seul, il va être fabriqué par la plateforme team, peut-être aussi maintenu par les autres équipes. C'est bien que les autres équipes puissent avoir
le droit de contribuer. La possibilité de contribuer aussi, ouais, sur le repo de la plateforme. En fait, on fait une librairie, quoi, en fait. C'est exactement ça. On utilise des librairies au quotidien. Des librairies, pour nous, ça va être de Google, JetBrains et que sais-je. Il y en a tellement. Mais à ce stade de maturité, on peut se dire, on va faire une librairie de notre code. Ça va avoir l'avantage de ne plus avoir à le rebuilder sur notre CI, parce que normalement, il est plutôt clean. S'il y a des évolutions, évidemment, il faudra le faire. Mais voilà, on va gagner du temps de build en externalisant cette partie-là. Okay, on a commencé. Tu as ajouté un module, mais au final, on ne le recompile pas à chaque fois. C'était le petit twist. Okay. On l'a fait sur Cubinstore. On a déjà externalisé une partie de notre travail, et du coup, on a supprimé de notre code base de l'application plusieurs milliers de lignes de code, avec l'impact que ça peut avoir au jour le jour. Mais du coup, Baptiste, quand tu fais une modification sur ton module plateforme, comment ça se passe pour ton application principale? Parce qu'il faut bien que ce soit à un moment donné mis à jour. C'est la petite contrepartie. C'est pour ça que je dis c'est bien de le faire à ce stade de maturité, parce que si on fait une évolution, il va falloir faire une version, faire une release, enfin faire une PR, une release, faire un bump de notre version sur notre application initiale. C'est la petite contrepartie. Pour mitiger ça, on peut aussi faire des snapshots en local, travailler sur des releases un peu automatisées et faire des pull requests automatisés avec des pandabots, automatiser toute cette partie-là, la partie test et même la partie mise à jour de la librairie. Très clair. C'est séduisant. Et on va aller plus loin, Antoine, pour résoudre notre temps de build. Pourquoi on ne le ferait pas avec toutes les features des feature teams? Pourquoi on ne prendrait pas cette façon d'externaliser en le faisant aussi avec les features des feature teams, prendre chaque module et en faire un repo spécifique. Justement, on n'est pas obligé de le faire pour toutes les features en elles-mêmes. On peut se dire, il va y avoir un repo pour la feature team qui s'occupe du catalogue, un repository pour la feature team qui s'occupe du panier. Comme ça, on garde un nombre correct de modules et en plus, on a gagné du temps en externalisant. Il va ne rester dans l'application un peu que des appels vers les fonctionnalités des autres, des repositories. Sur la Shopping App, on a eu ce débat l'année dernière d'aller jusqu'à externaliser les différents domaines, ce qu'on va appeler les différents domaines de l'application dans des repositories. Jusqu'à maintenant, on était tombé sur le consensus de se dire qu'on ne le faisait que pour la plateforme, parce que on n'avait pas trop envie de surcharger le process à chaque fois, de devoir faire des PR et d'avoir une sorte de l'application ne serait qu'un hub en gros dans lequel viendraient se brancher les différents repositories. C'est plus forcément vrai aujourd'hui parce qu'avec la roadmap 2026 technique qu'on a côté Shopping App, on est en train de se reposer la question d'essayer de redéfinir un peu cette stratégie-là et de voir pourquoi pas d'externaliser au moins déjà la partie panier, voire même la partie catalogue, et voir après si on a des bénéfices aussi au niveau des temps de build avec ça. Nous, on a eu des bénéfices sur Cubinstore. On l'a fait pour plusieurs feature teams. On l'a fait pour la plateforme et pour 3 autres feature teams, il me semble. Et on a vu qu'on gagnait du temps de build. C'était assez efficace à ce niveau-là. Comme je le disais, ça ajoute des temps de process. Donc on va pas encore. On a décidé pour 2026 de réfléchir à quelles features on allait externaliser pour que ce soit fait mais correctement fait. Les features qui n'ont pas forcément trop d'adhérence avec les autres. Mais on a vu que c'était assez efficace. Petit point sur la navigation, parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup, mais on est passé par plusieurs véhicules, donc on peut parler un peu de navigation. Ça, c'est un sujet qui peut être assez compliqué dans le mobile, quand justement on commence à éclater nos responsabilités en ayant plusieurs modules. Par exemple, l'application doit appeler la page produit, qui pourrait elle-même aussi devoir appeler la page panier. La page panier peut appeler la page produit. Donc on va avoir ces problèmes de dépendance. Pour pallier à ça, on va utiliser des outils qui sont assez solides, comme tu le disais tout à l'heure.
en s'appuyant sur un système de contrats. Au lieu d'avoir juste nos 3 couches de UI, domaine et data, on va avoir aussi un module de contrat qui va permettre par un jeu d'injection de dépendance de faire de l'inversion de contrôle. Bon, c'est pas des gros mots, c'est juste qu'on met en place des contrats qui sont publics et qui vont permettre aux autres feature teams de nous appeler sans qu'ils aient à connaître l'entièreté de notre code. Petit tips au passage, pour Android, c'est bien d'utiliser le mot-clé Explicit API pour... Ça ne veut pas dire que tu mets des grossièretés dans ton code. Hein. Ça peut m'arriver, mais c'est que en commentaire. On peut utiliser ce mot-clé-là pour forcer la visibilité. Donc c'est un petit peu le retour à ce qu'on faisait sur du Java à l'époque, forcer la visibilité de nos classes, de nos interfaces et de nos enums. Mais l'avantage de faire ça, c'est qu'on va forcer aussi à expliciter quand quelque chose est public et on va devoir faire attention à la moindre classe qu'on met en public parce que justement, elle pourrait être utilisée par une autre feature team. On peut aussi utiliser des annotations comme déprécier pour dire attention, celle-là elle est publique, vous pouvez l'utiliser, mais on préfère mettre quand même un petit délai. On vous propose des alternatives parce qu'à partir du moment où on a des choses qui sont publiques, il faut faire attention à qui les utilise et jusqu'à quand ils sont utilisés. Bon, le temps a filé, Antoine, on est presque arrivé au bout. Et en quelques minutes, on est passé d'un magnifique skateboard à un paquebot assez gigantesque. Est-ce que ça veut dire qu'on a fabriqué une super app? Eh ben, en quelque sorte, Baptiste, même si, bon, on l'a vu tout au long de ce talk, la frontière, elle n'est pas nette, Baptiste. Au début, on a un périmètre fonctionnel qui grossit. Donc, on va se dire, on ajoute des gens. Si on ajoute des gens, il faut ajouter de la structure. Si on ajoute de la structure, il faut ajouter de l'organisation. Et à chaque étape qu'on a franchie, on a résolu pas mal de problèmes, mais à chaque fois, on en a créé des nouveaux aussi. Mais ce n'est pas une fatalité, parce qu'à chaque fois qu'on a des problèmes sont apparus, on a essayé de les anticiper, de communiquer, de trouver des outils, des solutions, des process pour les solutionner. Ce qui compte, au final, c'est pas forcément d'avoir énormément de fonctionnalités, mais c'est de livrer quelque chose de qualitatif, à un rythme régulier, et surtout en ayant confiance en ce qu'on fait, qu'on soit 2 développeurs ou plusieurs feature teams. On ne va pas devoir fabriquer un paquebot juste pour dire de fabriquer un paquebot, mettre trop d'outils, de process, de modularisation ou de multi-repository en place. On le fait parce qu'on veut s'assurer qu'on a ces fameux 4 T qui sont bien en place. La testabilité, la maintenabilité, la scalabilité et surtout la qualité. Surtout la qualité. Parce qu'au final, on ne veut pas juste livrer une grosse app, mais livrer une application ultra qualitative. Bon. On a reste 1 minute 30 pour les questions, s'il y en a. Oui. Oui. C'est quoi la gouvernance pour les montées de version qui dépendent de la plateforme? J'imagine par exemple, je prends l'exemple du site, vous avez monté le système, j'imagine que c'est pareil sur votre plateforme. S'il y a un changement, qui est responsable de la montée de version? Parce qu'il y a plusieurs impacts à l'environnement après dans les Il y a 2 façons de faire. Alors donc la question du coup, juste c'est comment on gère les montées de version depuis la plateforme, qui est responsable en fait de l'impact sur les autres feature teams? Sur Cubinstore, c'est l'application principale qui se charge d'avoir la version dans son TOML, enfin qui gère la version le catalog version, et elle génère un BOM, un Bill of Material, qui est ensuite utilisé par les autres librairies. Donc si on veut mettre à jour, on va devoir faire grimper la version sur l'application, ce qui va permettre d'avoir des PR et de dire aux autres librairies qu'on a externalisées, il faut que vous vous mettiez à jour. Enfin, ça va créer des PR, ça va casser, et du coup, les PR, il va falloir les résoudre
justement. Après, à qui ça appartient de le faire? Celui qui a besoin d'une montée de version, il le fait et il demande aux autres, est-ce que vous pouvez résoudre les problèmes? On essaye aussi pour notre design system, on leur demande d'avoir des versions qui sont plutôt sans breaking change, ou en tout cas d'apporter des solutions pour qu'on puisse faire les migrations de façon un peu plus smooth. Oui. Question chronologique, le passage du skateboard au paquebot, ça a mis combien de temps? Et sous question, je pense que c'est assez évident, est-ce que vous avez une idée en fait du temps de passage de chaque étape, grosso modo? Alors la question c'est au niveau de la chronologie, comment ça se passe entre le skateboard et le paquebot, à quel moment on est passé de l'un à l'autre. Alors la vérité c'est que moi quand je suis arrivé sur la shopping app, les feature teams étaient déjà en place, on était déjà sur de la PR, enfin voilà, on était sur une organisation qui était déjà assez structurée. L'externalisation de la création même de l'équipe plateforme a eu lieu au moment où je suis arrivé en fait. Donc et c'est quelque chose qui a été mis en place, je dirais peut-être 1 an ou 1 an et demi après les étapes précédentes. Je pense que ça peut aller assez vite en fonction de l'évolution du projet en fait. Ça va vraiment dépendre de l'évolution du projet. Si c'est un projet qui est très avec une inertie assez lente, ça peut mettre du temps ou ça peut même ne pas être nécessaire du tout. Si c'est un projet où d'un coup il y a beaucoup de monde, il faut vraiment aller vite et trouver que chacun trouve ses marques et trouver de la structure rapidement. Côté Cubinstore, pareil, quand je suis arrivé il y a 3 ans, il y avait déjà des feature teams, le train de release. On a commencé enfin, c'était déjà séparé en modules quand je suis arrivé. Et pareil, l'externalisation, le multi-repository, c'est arrivé parce que justement il y avait un besoin, c'était le temps de build qui a été l'indicateur de ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce souci, partir sur du multi-repository et la plateforme team s'est montée à peu près au même moment parce que justement on était déjà 6 feature teams plus des équipes contributrices, donc il fallait cette espèce d'équipe qui gère tous ces éléments cross partagés. Et pour être honnête, même dans notre précédente boîte, on a bossé sur des petits projets aussi, où on était 2 ou 3 développeurs par équipe. Et c'est ce qui nous a donné envie de faire ce talk aussi, parce que moi quand je suis arrivé chez Decathlon et qu'on était dans ce process déjà d'industrialisation, j'ai fait waouh, enfin je m'imaginais pas que on pouvait aller à ce niveau de structure et que même là où j'étais en train de me dire que c'était vraiment super bien et super carré, on pouvait encore aller plus loin pour résoudre d'autres problèmes. Donc c'était un peu ça l'idée du talk aussi, quoi. C'est que plus il y a de monde, plus les problèmes arrivent, plus on va essayer de trouver des outils pour résoudre et des outils et des process. Ouais. Et après c'est fini parce que je pense que c'est fini. Si tu... Ouais, on en parle peut-être après si tu veux. On peut en parler après. Okay. Voilà, merci. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un feedback.